Je n'oublierai jamais le jour où j'ai trouvé mon père assis sur un banc de ma propre maison de campagne, serrant dans ses bras le bébé d'un inconnu, sans me reconnaître. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, je dois commencer par le début de cette histoire qui a bouleversé ma vie à jamais. Mon nom est Thomas Beaumont. J'ai 50 ans, et pendant 25 longues années, j'ai dirigé l'entreprise que mon père, feu le docteur Henri Beaumont, avait bâtie de ses propres mains. Une petite entreprise familiale devenue une société qui emploie aujourd'hui 200 personnes et génère des millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Aux yeux du monde, j'étais un homme accompli, un entrepreneur respecté, un chef d'entreprise qui avait su faire fructifier l'héritage familial. Mais ce soir de janvier, en garant ma Peugeot noire devant ma maison parisienne du 16e arrondissement à 23h40 précise, je ne me sentais pas du tout comme un homme accompli. Je me sentais épuisé, vidé de toute énergie et profondément, terriblement seul. La journée avait été interminable, comme toutes les autres d'ailleurs. Les négociations avec les fournisseurs alsaciens s'étaient prolongées jusqu'au soir, chacun campant sur ses positions. Puis un problème urgent à l'entrepôt de Rungis avait nécessité ma présence. Ensuite, 2 heures supplémentaires à réviser les rapports trimestriels avec l'équipe comptable qui attendait mes directives. À 50 ans, le corps ne pardonne plus ses marathons professionnels. Mon médecin me l'avait dit lors de mon dernier bilan de santé. Monsieur Beaumont, vous courez droit vers l'épuisement professionnel. Votre tension est élevée, votre taux de stress est alarmant. Il faut ralentir. Mais comment ralentir quand 200 familles dépendent de vos décisions quotidiennes? Je me regardais dans le rétroviseur avant de sortir de la voiture. Des yeux fatigués, cernés de mauve, des rides subtiles aux tempes qui n'étaient plus si subtiles que ça. La cravate Hermès desserrée, le col de la chemise déboutonné. Quelques cheveux gris aux tempes qui n'étaient pas là il y a 5 ans, il y a 25 ans, quand ma maman m'avait confié les rênes de l'entreprise sur son lit d'hôpital. J'étais un autre homme. J'avais 25 ans, plein d'énergie, d'ambition, de rêve, prêt à déplacer des montagnes. J'allais montrer au monde de quoi Thomas Beaumont était capable. Maintenant, chaque jour était une bataille simplement pour maintenir l'affaire à flot, pour ne pas décevoir la mémoire de maman, pour ne pas laisser tomber ces 200 employés qui comptaient sur moi. Je sortis de la voiture, pris mon attaché-case en cuir dans le coffre et marchai lentement vers l'entrée. Mes chaussures italiennes claquaient sur le pavé de l'allée. J'étais tellement fatigué que même marcher demandait un effort. La maison m'accueillit avec la lumière douce du couloir et un silence profond. Enfin, presque un silence. De la cuisine venait le murmure bas de la télévision. France 2, probablement. Papa regardait toujours les émissions santé sur France 2 le soir. Comme prévu, mon père, Jacques Beaumont, était assis à la table de la cuisine. Devant lui, une tasse de tisane verveine à moitié vide et les yeux fixés sur l'écran où passait justement une émission sur les bienfaits du régime méditerranéen. « Presque minuit, et tu rentres seulement du travail », dit papa sans même tourner la tête vers moi. Sa voix était fatiguée, mais portait un mécontentement évident, ce ton de reproche que je connaissais si bien. « Quand vas-tu arrêter de te torturer et enfin respirer un peu ? Tu ne comprends pas qu'à ton âge, le repos est fondamental ? À 50 ans, Thomas, tu n'as plus 25 ans. Ton corps a besoin de récupération. » Je sentis ma poitrine se serrer. Tous les soirs, c'était exactement la même chose. Les mêmes mots, le même ton de reproche paternel, la même ritournelle sur ma santé et mon rythme de travail. Sans répondre, j'allai jusqu'au buffet Louis XV qui avait appartenu à ma grand-mère, pris une bouteille de Château Margaux 2015 et me servis un grand verre. Le vin rouge était presque noir dans le verre en cristal. « Ça suffit, papa. » Ma voix sortit plus forte que je ne l'avais voulu, presque agressive. Le vin tremblait légèrement dans le verre. J'entends ces reproches tous les jours. Tous les soirs, c'est la même chanson. Papa détourna enfin les yeux de la télévision et se tourna vers moi, ses lunettes demi-lune glissant légèrement sur son nez. Il me regarda avec une expression de sincère perplexité, presque blessée.
Quel reproche! Sa voix monta d'un ton. Je m'inquiète seulement pour toi, Thomas. Je suis ton père. C'est mon rôle de m'inquiéter. Tu travailles comme un forcené. Tu ne te donnes pas une minute de paix. Tu vas finir par avoir un infarctus comme ton oncle André. Et toi, tu t'es déjà demandé pourquoi les choses en sont arrivées là? J'interrompis sèchement, avalant une grande gorgée de vin. L'alcool brûla ma gorge, mais je ne m'arrêtai pas. Je bus encore. Pourquoi ma vie est devenue cette machine infernale dont je ne peux plus sortir? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Papa retira ses lunettes et les posa sur la table, se redressant sur sa chaise avec un air alerte, presque méfiant. Je posai le verre sur la table avec un peu trop de force. Le cristal tinta contre le bois. Je croisai les bras, sentant quelque chose se briser à l'intérieur de moi. À l'intérieur de ma poitrine, c'était comme si un barrage avait cédé après 25 ans de pression. Toutes les paroles gardées, retenues, enfouies pendant des années, toutes les rancœurs et les ressentiments non dits remontèrent à la surface comme une vague déferlante. Tu ne comprends pas que c'est toi et maman qui m'avez transformé en ça? Ma voix tremblait d'émotion contenue. C'est vous qui avez façonné ma vie. C'est vous qui m'avez séparé de Sophie, prétextant qu'elle n'était pas assez bien pour moi, qu'elle n'avait pas le standing nécessaire pour une famille comme la nôtre. Je repris le verre et bus quelques gorgées nerveuses. Le vin commençait déjà à faire effet, déliant ma langue, libérant des mots que j'avais retenus pendant un quart de siècle. « Sophie », répéta papa, surpris, fouillant visiblement dans sa mémoire. « Mon Dieu, Thomas, c'était il y a plus de 25 ans. Tu avais quoi, 24 ans? C'était une simple étudiante en droit, sans un sou en poche. Elle vivait dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés sous les toits. Elle m'aimait. Je criais presque, ma voix résonnant dans la cuisine silencieuse. Elle m'aimait vraiment, sincèrement, pour qui j'étais. Pas pour mon nom de famille ou mon compte en banque. Mais toi et maman m'avaient convaincu que je méritais mieux, qu'elle n'avait pas d'ambition, qu'elle me tirerait vers le bas. Nous voulons le meilleur pour toi, vous disiez en boucle. Tu mérites une femme de ton milieu, de ta classe sociale. Papa tenta de parler, ouvrit la bouche, mais je ne le laissai pas faire. Les mots sortaient maintenant comme un torrent impossible à arrêter. Et le prétendant suivant, tu t'en souviens, Marc Dubois, le fils du concurrent de maman. Trop ambitieux, vous disiez. Il va tout nous prendre. Il va s'emparer de l'entreprise, il va te manipuler pour arriver à ses fins. Ensuite, c'était Isabelle, mais non, j'étais trop jeune. Je n'avais que 26 ans. Tu dois d'abord finir ton MBA, vous répétiez. Puis Camille. Mais non, je devais me concentrer sur mes études. Après, c'était clair, mais la carrière était plus importante. Établis-toi d'abord professionnellement, tu auras tout le temps pour l'amour après. Je me levai brusquement, faisant crisser la chaise sur le carrelage, et me servis un autre verre de vin. Mes mains tremblaient. Et puis, maman est tombée malade. Cancer du pancréas, stade 4. 6 mois, a dit le docteur Rousseau. Ma voix se brisa légèrement, et j'ai dû reprendre l'entreprise. J'avais 25 ans, papa. 25 ans. Je me rassis sur la chaise en face de lui, les larmes commençant à brouiller ma vision. Maman est morte, et tout est retombé sur mes épaules. Toute la responsabilité. Tous les employés qui me regardaient en se demandant si le fils serait à la hauteur de la mère. Tous les fournisseurs qui testaient ma crédibilité. Tous les clients qui menaçaient de partir parce qu'Hélène Beaumont n'était plus là. Je bus une autre gorgée, puis une autre. Quand aurais-je eu le temps de rencontrer quelqu'un, dis-moi? Ma voix monta. Quand aurais-je eu le temps de construire une relation, de tomber amoureux, de fonder une famille? Je travaillais 14, parfois 16 heures par jour, pour ne pas laisser s'effondrer ce que maman avait construit pendant 30 ans. Je passais mes week-ends au bureau. Je mangeais des sandwichs devant mon ordinateur. Je rêvais de bilan comptable la nuit. Papa resta silencieux, les lèvres serrées en une ligne mince. Ses doigts ridés tripotaient nerveusement le coin de la serviette en tissu. Je voyais ses mâchoires se crisper. « Ne nous blâme pas pour tout », dit-il finalement, d'un ton qui se voulait ferme, mais qui tremblait légèrement. « Nous avons toujours fait de notre mieux, ta mère et moi.
Elle a tout construit à partir de rien, tu le sais. Elle venait d'une famille modeste de Bretagne. Elle a travaillé comme une acharnée pour créer cette entreprise. Nous voulions simplement que tu aies un avenir stable, que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que nous, que tu ne souffres pas comme nous avons souffert. Et où est-il, ce meilleur avenir? Je laissai échapper un rire amer, presque hystérique. Où est-il, papa? Montre-le-moi, j'ai 50 ans. 50 ans. Ni femme, ni enfant, ni les petits-enfants que tu veux tant chouchouter. Pas de dimanche, en famille, pas de vacances à la plage avec des bambins, pas de goûter d'anniversaire, pas de récital de piano, rien. Que dalle. Je fis un geste large avec mon verre, renversant quelques gouttes de vin sur la nappe blanche. J'ai seulement un père de 76 ans qui me rend fou avec ses sermons éternels sur ma santé et mon rythme de travail. J'ai un appartement vide et silencieux. J'ai un lit king size où je dors seul. J'ai un réfrigérateur rempli de plats préparés Picard. J'ai des costumes Armani et personne pour qui les porter le dimanche. N'ose pas me parler comme ça. Papa se leva brusquement, si violemment que sa chaise bascula presque. Son visage était devenu pâle, presque gris. Ses yeux brillaient d'une colère que je voyais rarement. « Je suis ton père, tu me dois le respect. » Et alors, je me levai aussi face à lui de l'autre côté de la table. « Être mon père te donne le droit de contrôler ma vie, de décider qui je peux aimer, de me culpabiliser chaque fois que je veux faire mes propres choix. Nous n'avons jamais contrôlé ta vie. » cria papa, ses veines palpitant sur ses tempes. « Tu as toujours été libre de tes choix. » « Libre ?» Je ris amèrement. « Tu appelles ça libre ? Chaque fois que je présentais quelqu'un, vous trouviez un défaut. Trop pauvre, trop ambitieux, pas de notre milieu, pas assez éduqué, pas assez ci, trop ça. Et moi, comme un idiot, je vous écoutais. Parce que je voulais vous faire plaisir, parce que je voulais être un bon fils. » « Tu l'as détruite, ma vie, papa. » Les mots sortirent dans un murmure rauque. « Toi et maman, vous l'avez détruite avec vos bonnes intentions et vos plans pour mon avenir. »« C'est ta faute, » hurla papa, pointant un doigt tremblant vers moi. « C'est ta faute, pas la nôtre. Tu as laissé le temps passer. Personne ne t'a mis un pistolet sur la tempe. Personne ne t'a obligé à travailler comme un fou pendant 25 ans. D'autres hommes arrivent à travailler et avoir une famille en même temps. Regarde Jean-Pierre, le fils des Morel. Il a repris l'entreprise familiale. Il a 3 enfants et une femme magnifique. Jean-Pierre Morel. J'explosais. Tu compares sa petite boutique de décoration avec notre entreprise. Il a 15 employés, papa. 15. Nous en avons 200. 200 personnes qui dépendent de mes décisions, de ma réussite, de ma capacité à maintenir l'entreprise rentable. 200 familles qui ont besoin que je sois performant chaque jour. D'autres hommes ne portent pas une entreprise de plusieurs millions d'euros sur leurs épaules, répliquai-je. D'autres hommes ne vivent pas avec des parents qui pensent que personne, absolument personne, n'est à la hauteur de leur fils précieux. Elle n'est pas assez bien, il a des arrière-pensées, cette famille n'a pas notre standing, attends encore un peu, toujours une excuse, toujours un report. Nous voulions seulement que tu ne fasses pas d'erreur. La voix de papa se brisa légèrement. Que tu ne souffres pas d'un mariage raté, d'un divorce coûteux, d'une mauvaise personne qui te manipule. Mais j'ai fait une erreur. Je ris de façon presque hystérique. Des larmes commençant à couler sur mes joues. La plus grosse erreur de ma vie. J'ai fait l'erreur de vous écouter, de croire que vous saviez mieux que moi ce qui était bon pour moi. Je m'essuyais rageusement les yeux. Sophie, tu te souviens de Sophie? La pauvre étudiante qui n'était pas assez bien. Elle dirige aujourd'hui un cabinet d'avocats à Lyon avec 50 collaborateurs. Elle vient de remporter le procès du siècle contre une multinationale. J'ai vu sa photo dans le Figaro le mois dernier. Elle est mariée, elle a 2 beaux enfants, elle sourit sur la photo, elle a l'air heureuse. Et tu te souviens de Marc, ce concurrent trop ambitieux? Continuai-je. Il a 2 enfants adultes maintenant, une entreprise qui a quadruplé de taille, une maison magnifique en Provence et une vie heureuse avec sa femme depuis 23 ans. 23 ans de mariage heureux, papa. Et moi? Ma voix tomba à un murmure.
Et moi, je suis seul, complètement seul. Un silence pesant, lourd, presque palpable tomba sur la cuisine. On n'entendait plus que le bourdonnement du réfrigérateur et le murmure lointain de la télévision. Papa se rassit lentement, comme si toutes ses forces l'avaient soudainement abandonné. Il sembla vieillir de 10 ans en quelques secondes. Ses épaules s'affaissèrent. « Tu es injuste », dit-il doucement, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Ta mère et moi avons travaillé toute notre vie pour te donner le meilleur. La meilleure éducation, les meilleures écoles. Tu as fait Sciences Po, tu as fait HEC, tu as voyagé, tu as eu toutes les opportunités. L'entreprise, cette maison magnifique, le patrimoine familial. Tout ça, c'est pour toi. Je ne voulais pas l'entreprise. » Les mots explosèrent de ma bouche. Je ne voulais pas cette maison vide. Je ne voulais pas ce patrimoine qui me pèse comme une chaîne aux pieds. Je frappai la table du plat de la main, faisant sursauter papa. Je voulais aimer et être aimé. C'est tout. Je voulais quelqu'un avec qui partager ma vie. Je voulais des enfants. Je voulais des dimanches au parc, des devoirs à faire avec mes gosses, des réunions parents-professeurs, des matchs de foot le samedi matin. Je voulais me réveiller à côté d'une personne qui m'embrasse le matin, pas à côté d'un dossier de documents urgents. Je voulais des vacances en famille, à Arcachon, pas des séminaires d'entreprise. Alors pourquoi as-tu accepté de prendre la direction ? Papa me défia du regard, redressant légèrement la tête. Personne ne t'a forcé. Tu aurais pu refuser. Tu aurais pu vendre l'entreprise. Comment aurais-je pu refuser ? Je sentis les larmes finalement déborder, couler librement sur mes joues. Je ne les essuyais même pas. Comment ? Maman était dans son lit d'hôpital à Gustave-Roussy, branchée à des machines, dévorée par le cancer. Elle pesait 42 kilos. 42 kilos, papa. Elle qui était si élégante, si forte. Ma voix se brisa complètement. Elle m'a pris la main avec ses doigts squelettiques et m'a supplié, les larmes aux yeux. « Thomas, mon chéri, ne laisse pas l'entreprise s'effondrer. C'est toute ma vie, c'est mon héritage, c'est pour toi que j'ai construit tout ça. Promets-moi que tu vas continuer. » Et toi, je pointais papa du doigt. Toi, tu pleurais tous les jours à son chevet. Tu me prenais à part dans le couloir de l'hôpital et tu me disais « Si tu ne reprends pas l'entreprise, on va tout perdre. L'effort de ta mère aura été vain. Les employés vont se retrouver au chômage. Le nom des Beaumont sera sali. Tu ne peux pas faire ça à ta mère mourante. » Comment aurais-je pu dire non ? Répétai-je, ma voix montant. Comment aurais-je pu regarder ma mère dans les yeux pendant ces derniers jours et lui dire « Désolé maman, mais ton entreprise, je m'en fiche. Je préfère vivre ma vie. » Dis-moi comment, papa. Papa se tourna vers la fenêtre, incapable de me regarder. Ses épaules tremblaient légèrement. Je voyais sa pomme d'Adam monter et descendre, alors qu'il avalait difficilement. « Je ne savais pas que tu ressentais ça, » murmura-t-il finalement, sa voix à peine audible. Je pensais que tu aimais l'entreprise, tu semblais si motivé, si déterminé. » « J'étais motivé par la culpabilité, » répliquai-je, « par le sens du devoir, par la peur de vous décevoir. Mais l'amour ? Non, papa, je n'ai jamais aimé cette entreprise. »« Claro que tu ne le savais pas, » répondis-je plus calmement, essuyant enfin mes larmes d'un revers de manche. « Tu ne l'as jamais su parce que tu ne m'as jamais posé la question, ni toi, ni maman. Vous ne m'avez jamais demandé « Thomas, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie ?» Vous saviez déjà, vous aviez déjà tout planifié. Je terminai le vin d'un trait et reposai le verre vide sur la table avec un bruit sourd. Je dois aller dormir. Ma voix était plate, vidée de toute émotion. J'ai une réunion importante demain à 9 heures avec des investisseurs japonais. Ils arrivent de Tokyo, spécialement. Je ne peux pas me permettre d'avoir l'air fatigué. Je marchais vers la sortie de la cuisine d'un pas lourd, mes jambes semblant peser une tonne, mais je m'arrêtais dans l'embrasure de la porte, la main sur le chambranle, sans me retourner. « Tu as raison sur une chose, papa. » Ma voix était calme maintenant, presque détachée.
J'ai perdu mon temps. J'ai gâché 25 années de ma vie. Mais ça n'est pas arrivé simplement parce que j'en ai décidé ainsi. Ça n'est pas arrivé parce que je suis un incapable ou un lâche. C'est arrivé parce que toi et maman ne m'avez pas laissé vivre ma propre vie. Vous avez vécu la vôtre à travers moi. Je montais lentement l'escalier en bois qui grinçait sous mes pas, tenant fermement la rampe. Mes jambes tremblaient, que ce soit de l'alcool, de l'émotion ou de la fatigue, je ne savais plus. J'entrai dans ma chambre, fermai la porte et m'y adossai. En bas, dans la cuisine, la lumière était toujours allumée. Je voyais le ray de lumière sous ma porte. Je savais que cette conversation ne changerait rien. Papa continuera à penser qu'il a fait ce qu'il fallait, que tout était pour mon bien. Les parents pensent toujours savoir mieux. Discuter ne servait à rien. Cette dispute, comme tant d'autres avant elle, ne résoudrait rien, ne réparerait rien. Demain matin, nous nous reverrions. Nous échangerions quelques mots polis et froids. Nous ferions semblant que cette conversation n'avait jamais eu lieu. Comme toujours, c'était notre manière de fonctionner, éviter, reporter, ignorer. Je me déshabillais mécaniquement, enfilais un pyjama et me glissais dans le grand lit vide. Les draps étaient froids. Le silence de la chambre était assourdissant. Et dans ce silence, les regrets commencèrent à m'envahir. Pourquoi avais-je dit tout ça? Pourquoi avais-je blessé papa de cette façon? Il avait 76 ans. Un cœur fragile. Son cardiologue lui avait demandé d'éviter le stress. Et moi, qu'avais-je fait? Je l'avais accablé, accusé, blessé. Bravo, Thomas, murmurai-je amèrement dans l'obscurité. Vraiment bravo. Mais une autre partie de moi, celle qui avait retenu ces mots pendant 25 ans, se sentait étrangement soulagée, libérée, comme si un poids énorme avait été retiré de ma poitrine. Je fermai les yeux, mais le sommeil ne vint pas. Mon esprit tournait en boucle, rejouant la scène encore et encore. Le lendemain matin, je me réveillai avec une migraine terrible et un goût amer dans la bouche. Le réveil indiquait 7 heures. La lumière grise de janvier filtrait à travers les rideaux. Le château Margaux de la veille n'avait pas été la meilleure idée, surtout avant une journée de travail importante avec les investisseurs japonais. J'avais une présentation cruciale à faire, des chiffres à défendre, un avenir à négocier. Je me levais péniblement, la tête lourde, et me traînais jusqu'à la salle de bain. La douche chaude m'aida un peu, mais pas suffisamment. Mon reflet dans le miroir était pathétique. Yeux rouges, traits tirés, mine de déterré. Parfait pour convaincre des investisseurs, ironisais-je en nouant ma cravate. En descendant vers la cuisine, je m'attendais à trouver papa à sa place habituelle, sa tasse de café au lait et ses tartines de confiture maison devant lui, le journal Le Monde étalé sur la table. C'était notre rituel matinal, depuis qu'il était venu vivre avec moi il y a 10 ans, après son accident vasculaire cérébral mineur qui l'avait obligé à prendre sa retraite de cardiologue. Mais la cuisine était vide, complètement vide, pas de tasse de café, pas de tartines, pas de journal. Pas de papa assis à sa place, ses lunettes sur le bout du nez commentant les actualités politiques. Juste le silence. Un silence étrange, inquiétant même. Je regardais l'horloge murale. 7h40. Papa se levait toujours à 6h30 précise, réglé comme une horloge suisse, même les dimanches, même les jours fériés. Il doit être contrarié après hier soir, pensais-je en me servant du café dans la machine Nespresso. Il boude dans sa chambre. Le sentiment de culpabilité me rongeait, mais je le réprimais rapidement. Je n'avais pas le temps pour les drames familiaux maintenant. Les investisseurs japonais, M. Tanaka et son équipe, arrivaient à 9h en pile. Ils avaient pris un vol de nuit depuis Tokyo spécialement pour cette réunion. Ce contrat représentait une expansion majeure en Asie, des millions d'euros. L'avenir de l'entreprise pour les 10 prochaines années. Je bus mon café rapidement, laissai un petit mot sur le comptoir de la cuisine. Papa rentrerait tard ce soir, réunion importante toute la journée. Thomas, court, froid, distant, mais c'était tout ce que je pouvais offrir ce matin-là. Je pris mon attaché-case, mon manteau Burberry et sortis de la maison. Le froid de janvier me gifla le visage. Janvier à Paris, humide et gris. Mon Uber attendait déjà devant le portail. « Bonjour, monsieur Beaumont », dit le chauffeur en ouvrant la portière. «
Bonjour, direction Saint-Germain-des-Prés, s'il vous plaît. Les bureaux de la rue Jacob. Pendant tout le trajet, je révisais mentalement ma présentation. Les chiffres, les projections, les arguments, mais une partie de mon esprit revenait sans cesse à papa, à son visage pâle hier soir, à la douleur dans ses yeux. « Concentre-toi, Thomas », me répétais-je. « Tu t'excuseras ce soir. » Le bureau m'accueillit avec son agitation habituelle. L'open space bourdonnait déjà d'activité. Les téléphones sonnaient. Les imprimantes crachèrent des documents. L'odeur du café se mélangeait à celle du papier et de l'encre. Ma secrétaire, Madame Dupont, une femme efficace d'une 50aine d'années qui travaillait avec moi depuis 15 ans, m'attendait avec une pile de messages. « Bonjour, Monsieur Beaumont. Les Japonais ont confirmé leur arrivée pour 9h. La salle de conférence est prête. J'ai fait préparer du thé vert et des viennoiseries. Monsieur Dubois du service financier a appelé 3 fois déjà ce matin. Il veut réviser les chiffres une dernière fois. Merci, Madame Dupont. Dites à Dubois que je le vois dans 10 minutes. » Philippe Mercier, mon assistant et bras droit depuis 10 ans, entra dans mon bureau quelques minutes plus tard. Philippe avait 35 ans, brillant diplômé d'HEC, ambitieux mais loyal. Il était devenu bien plus qu'un assistant au fil des années, presque un ami, si tant est qu'un patron puisse avoir des amis. « Monsieur Thomas, » dit-il en entrant avec un grand dossier sous le bras, « j'ai les derniers chiffres. Les projections sont excellentes. Si nous arrivons à convaincre Tanaka, nous pourrons ouvrir 3 points de vente à Tokyo, Osaka et Kyoto dans les 18 prochains mois. » Nous passâmes l'heure suivante à réviser chaque détail, chaque chiffre, chaque argument. Philippe montrait des graphiques, expliquait les tendances du marché asiatique, détaillait les opportunités. Mais j'avais du mal à me concentrer. Une partie de mon esprit était restée à la maison, dans cette cuisine silencieuse, avec ce père absent. « Monsieur Thomas ?» La voix de Philippe me ramena à la réalité. « Vous m'écoutez ?»« Oui, oui. » »« Désolé. Continue. » Je disais que le retour sur investissement est prévu à 3 ans maximum, selon nos calculs les plus conservateurs. Il était environ 14 ans, juste après un déjeuner marathon avec les Japonais dans un restaurant étoilé du 7e arrondissement, quand mon portable sonna. Sylvie, la gouvernante. Je fronçai les sourcils. Sylvie n'avait pas l'habitude d'appeler pendant mes heures de travail et jamais pour des broutilles. Elle connaissait l'importance de cette journée. Mon cœur se serra légèrement. « Excusez-moi un instant », dis-je à M. Tanaka et son équipe qui prenèrent le café. Je sortis dans le couloir et répondis « Oui, Sylvie, Monsieur Thomas ». La voix de Sylvie était alarmée, presque paniquée. Elle parlait vite, s'essoufflant presque. Monsieur Jacques a disparu. Le monde sembla s'arrêter autour de moi. Les bruits du restaurant s'estompèrent, ma vision se troubla légèrement. « Comment ça, disparu ?» Ma voix sortit étranglée. Mon cœur fit un bond désagréable dans ma poitrine. « Qu'est-ce que tu veux dire par disparu ?» « Je n'arrive à le trouver nulle part, Monsieur Thomas, nulle part. » Sylvie parlait rapidement de façon confuse, sa voix montant dans les aigus. Ce matin, quand je suis arrivé à 9h comme d'habitude, il n'était pas dans la cuisine. J'ai pensé qu'il dormait plus longtemps, peut-être à cause d'une mauvaise nuit, mais quand il a été 11h et qu'il n'était toujours pas sorti, je suis allé vérifier. Et alors? La chambre était vide, le lit est fait, impeccablement fait comme toujours. Mais Monsieur Jacques n'est nulle part. J'ai cherché dans toutes les pièces, Monsieur Thomas. Le salon, la bibliothèque, son bureau, partout. J'ai vérifié le jardin, le garage, même la cave. J'ai appelé chez les voisins. J'ai fait le tour du pâté de maison en criant son nom. Rien, personne ne l'a vu. C'était exactement ce qu'il me manquait. Je passai ma main libre sur mon visage, sentant une sueur froide perler sur mon front. « Et Sylvie ? Tu es absolument certaine d'avoir regardé partout. »
Absolument, monsieur Thomas. J'ai même regardé dans le débarras du jardin, dans le garage, où il va parfois lire le journal dans sa vieille voiture. Son portable est sur la table de nuit dans sa chambre, son portefeuille aussi, ses clés de voiture. Tout est là, mais lui a disparu. Mon sang se glaça. Papa ne sortait jamais sans son portable. Jamais. C'était même devenu une obsession depuis son AVC. Au cas où j'aurais un malaise, disait-il toujours, j'arrive immédiatement. Je raccrochais et me précipitais vers la table où les Japonais attendaient patiemment, discutant entre eux en japonais. « Monsieur Tanaka, messieurs, je suis terriblement désolé. » Les mots sortaient précipitamment. « J'ai un grave imprévu familial. Mon père... Il y a un problème avec mon père. Je dois partir immédiatement. » Philippe, qui était resté à table, se leva d'un bond voyant mon visage blême. « Monsieur Thomas, que se passe-t-il » Mon père a disparu. Ma voix tremblait. « Il faut que j'y aille. Maintenant. » Disparu? Comment? Je ne sais pas. Je réalisais que je criais presque. Les autres clients du restaurant nous regardaient. Je baissais la voix. « Désolé, je ne sais pas, Philippe. Sylvie dit qu'il n'est pas à la maison, qu'elle ne le trouve nulle part. Philippe travaillait avec moi depuis assez longtemps pour connaître l'importance de papa dans ma vie. C'était ma seule famille, mon seul proche. Il vit mon visage tendu, presque paniqué, et comprit immédiatement la gravité de la situation. « Monsieur Thomas, puis-je aider en quelque chose? Organiser des recherches, appeler la police, venir avec vous ?» Je réfléchis une seconde, essayant de retrouver un semblant de clarté mentale malgré la panique qui montait. Non, enfin pas pour l'instant. Je rassemblais déjà mes affaires, mon téléphone, mes clés. Occupe-toi des Japonais, explique la situation, reporte la signature à demain ou après-demain. Fais ce que tu peux. Si j'ai besoin de toi, je t'appelle. Bien sûr, allez-y, ne vous inquiétez pas pour ici. Je sortis pratiquement en courant du restaurant, laissant Philippe expliquer tant bien que mal la situation aux investisseurs japonais déconcertés. Sur le chemin vers ma voiture garée à 2 rues de là, mon esprit fonctionnait à 100 à l'heure, passant en revue toutes les possibilités. Où papa pouvait-il être? Était-il parti volontairement? Était-il tellement offensé par mes paroles d'hier qu'il avait décidé de... Quoi? De partir? De me punir? De me donner une leçon? Mais partir où? Et sans portable, sans argent, sans rien? Ou alors, et si quelque chose lui était arrivé? Un malaise? Un nouvel AVC? Une chute? À 76 ans, avec des problèmes cardiaques, tant de choses pouvaient mal tourner. « Stupide, Thomas !» me répétais-je amèrement en démarrant la voiture en trombe. « Tu es vraiment stupide. Tu l'as engueulé hier soir. Tu l'as accusé de tous les maux. Tu l'as blessé. Et maintenant, il a disparu. » Freinant brutalement à un feu rouge, j'appelais Émilie Rousseau, une amie de longue date de papa. Ils se connaissaient depuis l'université, avaient fait leurs études de médecine ensemble. « Allô ?» répondit une voix féminine chaleureuse et enjouée. « Émilie, c'est Thomas Beaumont. Papa est chez toi ?»« Thomas? Non, mon chéri. Ton père n'est pas ici. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Il va bien? »« Non, enfin, je ne sais pas. » J'essayais de garder ma voix calme, de ne pas céder à la panique. Je voulais juste savoir où il était allé. Il t'a appelé aujourd'hui, par hasard? Non, Thomas. La dernière fois que nous avons parlé, c'était avant-hier au téléphone. Il m'a invité à prendre le thé la semaine prochaine au salon de thé Angelina, celui qu'il aime tant. Il avait l'air en forme. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'inquiètes. Non. Non, tout va bien, mentis-je, ne voulant pas causer de panique avant d'avoir plus d'informations. Nous nous sommes juste ratés, c'est tout. Si jamais il t'appelle, tu peux me prévenir immédiatement? Bien sûr, mon chéri. Mais tu es sûr que tout va bien? Oui, oui. Merci, Émilie. Je raccrochais et composais immédiatement le numéro suivant. Valérie Moreau, une autre amie proche de papa, une ancienne collègue de l'hôpital Pompidou. Allô, Thomas? Quelle surprise. Valérie, désolé de te déranger, papa est avec toi. Jacques,
Non, mon petit, il n'est pas à la maison. Non, tu sais où il pourrait être? Non, je n'ai aucune idée. C'est étrange. Hier, nous avons parlé au téléphone, justement, et il m'a dit qu'aujourd'hui, il allait s'occuper de ses rosiers. Tu sais comme il aime son jardin. Il voulait tailler les rosiers grimpants avant les premières gelées sérieuses. Il semblait de bonne humeur. Mon estomac se tordit. De bonne humeur? Avant notre dispute, peut-être. Merci, Valérie. Si tu as de ces nouvelles, appelle-moi s'il te plaît. Thomas, tu es sûr que tout va bien? Tu m'inquiètes vraiment. Ton père va bien? Je l'espère, Valérie. Je l'espère. En raccrochant, une idée me traversa soudainement l'esprit. Une évidence. Le cimetière. Le cimetière du Père Lachaise. Maman était enterrée là-bas. Papa y allait souvent, surtout quand il était triste, perturbé, ou qu'il avait besoin de réfléchir. Il allait s'asseoir sur le banc en face de sa tombe et lui parlait pendant des heures. « Elle m'écoute », disait-il toujours. « Elle me comprend. » Peut-être qu'après notre dispute violente de la veille, il avait eu besoin d'aller parler à maman, de chercher du réconfort auprès d'elle. Je fis immédiatement demi-tour avec la voiture, provoquant un concert de klaxons furieux et me dirigeai vers le 20e arrondissement. Le trajet prit 35 minutes dans les embouteillages parisiens de l'après-midi. 35 minutes qui semblèrent durer une éternité. 35 minutes pendant lesquelles mon imagination échafaudait les scénarios les plus sombres. Et si papa avait eu un malaise dans la rue? Et si quelqu'un l'avait agressé pour lui voler son portefeuille sans savoir qu'il ne l'avait pas sur lui? Et si... Arrête, Thomas, me répétais-je. Arrête de penser au pire. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je n'aurais pas dû lui parler comme ça hier soir, me répétais-je amèrement, les mains crispées sur le volant. Je n'aurais pas dû exploser comme ça. Il a 76 ans. Il a des problèmes cardiaques. Son cardiologue lui a dit d'éviter le stress. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je le bombarde de reproches, je l'accuse, je le blâme pour tout. Le cimetière du Père Lachaise m'accueillit avec son silence caractéristique, seulement troublé par le bruissement des feuilles d'automne dans les arbres centenaires et le chant lointain des oiseaux. Je garai la voiture n'importe comment, près de l'entrée principale, et courus littéralement dans les allées pavées, mes chaussures italiennes claquant bruyamment sur les pierres. Je connaissais le chemin par cœur. Allée principale, tourner à droite après le monument de Chopin, continuer tout droit, passer devant la tombe d'Oscar Wilde, toujours couverte de baisers au rouge à lèvres, puis tourner à gauche. Division 28, rangée 15, tombe numéro 47. Hélène Beaumont, 1948-1999, épouse et mère aimante. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. La tombe était impeccablement entretenue, comme toujours. Papa y veillait religieusement. Des roses blanches fraîches, les préférées de maman, ornaient le marbre noir poli. Le petit vase en bronze était rempli d'eau propre. Pas une feuille morte, pas un brin d'herbe ne déparait. Papa était clairement venu récemment, mais maintenant, il n'y avait personne. Le banc en pierre à côté de la tombe était vide, désespérément vide. Je m'approchais lentement, comme si mes jambes refusaient d'accepter cette réalité. Je touchais le banc. La pierre était froide sous mes doigts. Je m'y assis lourdement, sentant mes jambes céder. Les larmes commencèrent à couler, silencieuses, incontrôlables. « Maman !» murmurai-je en regardant la photo sur le monument. C'était une belle photo, prise lors de son 45e anniversaire. Elle souriait, radieuse, pleine de vie. Impossible d'imaginer qu'elle nous quitterait 5 ans plus tard. « Maman, où est papa ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Le docteur Hélène Beaumont me regardait depuis la photo avec son sourire serein, éternel, figé dans le temps. « Comment a-t-il pu faire ça ? Qui, continuai-je, la voix brisée. Comment a-t-il pu disparaître comme ça? Où est-il allé ?» Je baissai la tête, les coudes sur les genoux, le visage dans les mains. Je ne voulais pas le blesser, maman. Je te le jure. J'étais juste tellement fatigué de faire semblant. Fatigué de sourire en prétendant que tout allait bien, alors que je me sens si seul, si vide. Les sanglots me secouèrent. « J'ai 50 ans, maman.
50 ans, et je suis seul, complètement seul. Et maintenant papa a disparu, et c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Je restais là longtemps, je ne sais pas combien de temps. 10 minutes, 20, 1 heure. Le temps semblait avoir perdu toute signification. Finalement, je me levai, essuyai mon visage avec ma manche de costume et regardai une dernière fois la tombe. Je vais le retrouver, maman. Je te le promets. Je vais le retrouver et je m'excuserai. Je lui dirai que je suis désolé. Sur le chemin du retour vers la maison, je commençais systématiquement à appeler les hôpitaux. Mon portable collé à l'oreille, je composais numéro après numéro, chaque fois avec la même question angoissée, chaque fois en priant pour une réponse négative. Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, bonjour. Bonjour. Un homme d'environ 76 ans a été admis aujourd'hui aux urgences. Jacques Beaumont. Cheveux gris, environ 1,75 m. Un instant, je vérifie dans notre système. Mon cœur s'arrêtait à chaque fois pendant ces quelques secondes d'attente. Non, monsieur, nous n'avons personne avec ce nom admis aujourd'hui. Soulagement et angoisse mêlés. Soulagement qu'il ne soit pas à l'hôpital. Angoisse de ne pas savoir où il était. J'appelais l'Hôtel Dieu, puis Georges Pompidou, puis Cochin, puis Saint-Louis. À chaque fois, la même réponse. Désolé, personne avec ce nom. 4 hôpitaux. Aucun résultat. Puis j'allais directement au commissariat du 16e arrondissement, rue de la Faisanderie. C'était un bâtiment austère en pierre grise, avec le drapeau tricolore qui flottait mollement dans le vent froid de janvier. L'officier de garde, un homme d'une quarantaine d'années avec une moustache grise et un air blasé, me reçut sans beaucoup d'enthousiasme. Il me regarda par-dessus ses lunettes, avec l'expression de quelqu'un qui a déjà entendu cette histoire 1000 fois. « Je veux signaler la disparition d'une personne », dis-je d'une voix que j'essayais de garder ferme, mais qui tremblait malgré moi. « Asseyez-vous. » Il me désigna une chaise en plastique inconfortable. Nom de la personne disparue? Jacques Beaumont, mon père. Quand a-t-il disparu exactement? Aujourd'hui, tôt ce matin, ou peut-être pendant la nuit. Je ne suis pas certain. Je l'ai vu hier soir vers 23h30, et ce matin, il n'était plus là. L'officier leva les yeux de son formulaire et me regarda avec un mélange de lassitude et de légère irritation. Ce matin? Vous comprenez, monsieur, que selon la procédure légale, nous ne pouvons officiellement commencer des recherches qu'après 48 heures de disparition. C'est la loi. Dans la plupart des cas, les personnes reviennent d'elles-mêmes. Mais il a 76 ans. Ma voix monta malgré moi. Je me penchai en avant, mes mains agrippant le bord du bureau. 76 ans, il a des problèmes cardiaques. Il a fait un AVC il y a 10 ans. Il prend des anticoagulants, des bêta-bloquants. Il ne peut pas rester sans ses médicaments. L'officier soupira et reprit son stylo. D'accord. Dans ce cas, compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, nous allons enregistrer le signalement. Nom complet et date de naissance du disparu. Jacques-Henri Beaumont, né le 15 mars 1949. Caractéristiques physiques, un homme très bien conservé pour son âge. J'essayais de me souvenir de tous les détails, chaque caractéristique qui pourrait aider à l'identifier. Taille moyenne, environ 1,75 m. Poids, environ 72 kg. Cheveux gris, un peu clairsemés sur le dessus, mais il les garde assez longs. Yeux marron clair. Il porte des lunettes demi-lune pour lire. Pas de signe distinctif particulier, si ce n'est une cicatrice de 3 cm sur l'avant-bras gauche, suite à une opération il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il portait quand vous l'avez vu pour la dernière fois? Mon esprit se vida soudainement. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu ce matin. Je suis parti très tôt au travail, vers 7h30. Il n'était pas encore levé. Enfin, je pensais qu'il n'était pas encore levé. Et hier soir, je ne me souviens pas. Un pantalon sombre, je crois. Une chemise, je ne suis pas sûr. L'officier me regarda avec un air légèrement réprobateur, comme si ne pas se souvenir des vêtements de mon père faisait de moi un mauvais fils. Il a des problèmes de mémoire?
Alzheimer? Démence? Tendance à se perdre ou à fuguer? Non. Je secouai vigoureusement la tête. Absolument pas. Il a toujours été complètement lucide. Une mémoire d'éléphant même. Il se souvient de dates d'il y a 50 ans, comme si c'était hier. Y a-t-il eu un conflit récent? Une dispute? Un motif pour qu'il veuille partir volontairement? J'hésitais. Cette question me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. La dispute de la veille revint avec une clarté douloureuse. Chaque mot, chaque accusation, chaque reproche. Nous avons eu une discussion hier soir, admis-je difficilement, sentant la culpabilité me submerger à nouveau. Une dispute assez violente, en fait, mais ce n'est pas une raison pour disparaître. Pas comme ça, pas sans rien prendre avec lui. Une dispute sur quel sujet? Est-ce vraiment important? Je commençais à m'impatienter. « Monsieur Beaumont, » dit l'officier calmement mais fermement, « tout est important dans une enquête de disparition. Le contexte émotionnel, les raisons possibles, l'état d'esprit de la personne, tout ça aide à orienter les recherches. » Je soupirai profondément. J'ai dit des choses blessantes. Je l'ai accusé de... J'ai dit des choses blessantes. Je l'ai accusé d'avoir ruiné ma vie, de m'avoir empêché de fonder une famille. J'étais en colère, fatigué. J'ai dit des choses que je ne pensais pas vraiment. Enfin, que je pensais peut-être, mais que je n'aurais jamais dû dire de cette façon. L'officier nota quelque chose sur son formulaire, hochant lentement la tête. Je comprends. Son ton s'était légèrement radouci. « Monsieur Beaumont, votre père a des proches, des amis vers qui il aurait pu se tourner après cette dispute? Un endroit où il aime aller pour réfléchir? J'ai déjà appelé tous ses amis. Émilie Rousseau, Valérie Moreau, son ancien collègue Pierre Lemoine, personne ne l'a vu. Personne n'a eu de ses nouvelles. » Je passai ma main dans mes cheveux, les ébouriffant. Je suis allé au cimetière du Père Lachaise, sur la tombe de ma mère. Il y va souvent quand il est perturbé, mais il n'y était pas. Argent, documents, effets personnels, qu'a-t-il emporté avec lui? C'est justement ça le plus inquiétant. Je me penchai à nouveau en avant. Rien, absolument rien. Son portefeuille est dans sa chambre, sa carte bancaire, sa carte vitale, tout, son portable est sur sa table de nuit, éteint, ses clés de voiture, ses lunettes de rechange. Tout est là. Il est parti avec juste les vêtements qu'il portait. C'est effectivement inhabituel. Le policier fronça les sourcils, semblant enfin prendre la situation plus au sérieux. Normalement, quand quelqu'un planifie une fugue, il emporte au minimum ses papiers et de l'argent. Exactement. Je sentis une lueur d'espoir. Enfin, quelqu'un qui comprenait. C'est pour ça que je suis si inquiet. Mon père est méthodique, organisé. C'était un cardiologue réputé. Il ne sort jamais, même pour aller acheter le pain, sans au moins son portable et sa carte vitale. Jamais. L'officier continua à remplir le formulaire pendant quelques minutes, me posant des questions sur les habitudes de papa, ses endroits favoris, ses routines quotidiennes. Bon. Il détacha finalement une copie du formulaire et me l'attendit. Je vais transmettre le signalement. Nous allons vérifier les hôpitaux, les commissariats des arrondissements voisins. Je vais aussi demander les images des caméras de surveillance de votre quartier, voir si on peut retracer ses déplacements. Merci. Vraiment, merci. Mais soyez réaliste, monsieur Beaumont. Il me regarda droit dans les yeux. Nous avons des moyens limités. Des dizaines de personnes disparaissent chaque jour à Paris. Nous faisons notre possible, mais... Je comprends. Je me levai, sentant mes jambes trembler légèrement. Voici mes coordonnées. Appelez-moi à n'importe quelle heure si vous avez la moindre nouvelle. Bien sûr, et un dernier conseil, monsieur Beaumont. Il se leva aussi. Rentrez chez vous. Attendez. Dans 90% des cas comme celui-ci, les personnes reviennent d'elles-mêmes dans les 24 heures. Souvent, c'est juste une réaction émotionnelle, un besoin de prendre l'air, de réfléchir. Votre père veut peut-être juste vous donner une petite leçon après votre dispute. Une leçon? Je sentis la colère bouillonner en moi.
Il a 76 ans, officier. 76 ans, pas 17. Ce n'est pas un adolescent rebelle. Même ainsi, ça arrive, répondit l'officier avec un haussement d'épaules philosophe. J'ai vu des cas de personnes âgées qui disparaissent volontairement pour attirer l'attention de leurs enfants, pour leur faire réaliser certaines choses. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Je sortis du commissariat avec un sentiment de frustration mêlé à une angoisse grandissante. Personne ne semblait prendre ça aussi au sérieux que moi. Je rentrais à la maison où une Sylvie complètement affolée avait déjà allumé toutes les lumières de la maison, comme si cette débauche de lumière pouvait ramener magiquement Monsieur Jacques. Monsieur Thomas. Elle se précipita vers moi, dès que j'entrai. « Des nouvelles? Vous l'avez trouvé ?»« Non, Sylvie, rien. » Je posai mon attaché-case lourdement. « La police va chercher, mais rien pour l'instant. » Je marchai jusqu'au salon et me laissai tomber sur le canapé en cuir. Toute l'énergie sembla me quitter d'un coup. Sylvie me suivit, se tordant les mains nerveusement. Peut-être qu'il est allé chez un parent, un cousin éloigné. Il n'a pas de proches parents à part moi, répondis-je, d'une voix fatiguée, vidée. Sa sœur est morte, il y a 15 ans. Son frère vit au Canada, je l'ai appelé, il n'a pas eu de nouvelles. Mes grands-parents sont décédés. Monsieur Thomas. Sylvie s'assit sur le bord du fauteuil en face de moi. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de Monsieur Jacques dernièrement? Que veux-tu dire? Je ne sais pas exactement. Elle semblait hésiter. Ces derniers jours, peut-être même ces dernières semaines, il semblait différent, plus pensif, plus silencieux. Il passait beaucoup de temps dans son bureau à regarder de vieilles photos. Des photos. Quelles photos? Des albums de famille, des photos de votre mère surtout, et de vous quand vous étiez petit. Il les regardait pendant des heures. Cette information me frappa comme une gifle. Papa regardait de vieilles photos. Pourquoi? À quoi pensait-il? Pourquoi tu ne m'as rien dit, Sylvie? Je ne pensais pas que c'était important, Monsieur Thomas. Je pensais qu'il était juste nostalgique. Les personnes âgées font ça, non? Ils se remémorent le passé. Oui, tu as raison. Je me frottais les yeux. Tu as raison. Je pris mon téléphone et recommençai à appeler méthodiquement tous les hôpitaux de Paris et de la région parisienne, puis les urgences, puis, avec une boule dans l'estomac, l'Institut médico-légal. À chaque réponse négative, je ne savais pas si je devais être soulagé ou encore plus paniqué. Le soir tomba. Puis la nuit, Philippe appela vers 20h. « Monsieur Thomas, comment vont les choses? Il est réapparu ?» ?»« Non, Philippe. » Ma voix n'était plus qu'un murmure rauque. Rien, aucune trace. Je suis vraiment désolé. Les Japonais ont accepté de reporter la signature à vendredi prochain. Monsieur Tanaka a été très compréhensif. Il a dit que la famille passait avant tout. Merci, Philippe. Merci de t'être occupé de tout. Ce n'est rien. Vous voulez que je vienne? Que je vous aide dans les recherches? Non, pas pour l'instant. Si je ne le retrouve pas demain matin, peut-être. Monsieur Thomas? Philippe hésita. Peut-être vaudrait-il la peine d'engager un détective privé. J'en connais un excellent. Monsieur Dubois, il a travaillé 20 ans à la police judiciaire avant d'ouvrir son agence. Mon frère a eu besoin de lui il y a quelques années pour retrouver sa fille qui avait fugué. Il l'a retrouvée en 3 jours. Un détective privé? Je n'y avais pas pensé. Oui, c'est une bonne idée. Donne-moi son numéro. Après avoir raccroché, je restai assis dans le salon, dans le noir, regardant fixement mon téléphone, espérant, priant pour qu'il sonne, pour que papa appelle et dise « Thomas, je suis désolé de t'avoir inquiété, je suis chez Pierre, on a bu trop de vin et j'ai décidé de dormir ici. Je rentre demain matin. » Mais le téléphone resta silencieux. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à Les Conseils de Papy et activez la cloche. La suite va vous bouleverser encore plus. Je ne dormis pas de toute la nuit. Je restai assis dans le fauteuil du salon, enroulé dans une couverture en cachemire,
les yeux fixés alternativement sur la fenêtre donnant sur la rue et sur mon téléphone posé sur la table basse. Chaque voiture qui passait dans la rue me faisait sursauter. Chaque bruit me faisait bondir. Était-ce lui? Était-ce papa qui rentrait enfin? Mais non, juste des voitures qui passaient, des voisins qui rentraient tard, un chat qui miaulait dans le jardin. Dans mon esprit, un seul pensée martelait sans relâche, obsédante, dévastatrice. Et si je ne le revois jamais? Et si les dernières paroles que nous avons échangées étaient pleines de colère et de rancœur? Et si je ne peux jamais m'excuser? Je fermai les yeux et les larmes recommencèrent à couler silencieuses. « Papa, où es-tu » murmurai-je dans le vide. « S'il te plaît, rentre. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Pour la première fois depuis de nombreuses années, depuis la mort de maman peut-être, je me sentais complètement impuissant. Je pouvais contrôler une entreprise. Je pouvais négocier avec des investisseurs japonais. Je pouvais résoudre des problèmes comptables complexes. Je pouvais gérer 200 employés. Mais comment retrouver une personne qui avait simplement disparu dans les airs? Les premières lueurs de l'aube commencèrent à filtrer à travers les rideaux. Un ciel gris, typique de janvier à Paris. Je ne m'étais pas rasé. Je portais toujours mon costume froissé de la veille. Mes yeux étaient rouges et gonflés. Sylvie arriva à 7h01 comme tous les jours. « Monsieur Thomas !» Elle sursauta en me voyant dans le salon. « Vous êtes resté là toute la nuit ?» Je n'arrivais pas à dormir. « Il faut vous reposer, vous allez tomber malade. »« Comment pourrais-je me reposer, Sylvie ?» Ma voix était cassée, rauque. « Comment ?» Elle n'eut pas de réponse. À 8 ans, j'appelais le numéro que Philippe m'avait donné. « Agence Dubois, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Dubois, s'il vous plaît. C'est urgent. » Un instant. Une voix d'homme grave et posée prit le relais. Monsieur Dubois à l'appareil. « Monsieur Dubois, je m'appelle Thomas Beaumont. Philippe Mercier, votre ancien client, m'a donné vos coordonnées. Mon père a disparu. J'ai besoin de votre aide. Immédiatement. » Disparu depuis quand? Avant-hier soir. Enfin, il était là avant-hier soir. Hier matin, il n'était plus là. Vous avez prévenu la police? Oui, hier après-midi. Mais vous savez comment c'est. Ils ont d'autres priorités. Je veux quelqu'un qui se concentre uniquement sur cette affaire. Quelqu'un qui ne fait que ça. Je comprends. Pouvez-vous venir à mon bureau dans 1 heure? Nous allons discuter des détails. J'arrive maintenant. Donnez-moi l'adresse. 45 minutes plus tard, j'étais assis dans un petit bureau du 15e arrondissement, face à Monsieur Dubois. L'homme avait environ 55 ans. Des cheveux gris coupés courts, presque en brosse. Des yeux gris acier perçants qui semblaient voir à travers vous. Un visage buriné marqué par des années d'enquête difficiles. Mais il y avait quelque chose de rassurant dans son attitude calme, posée, professionnelle. Il ouvrit un grand cahier à spirale et sortit un stylo. « Bien, monsieur Beaumont. Racontez-moi tout depuis le début. Ne laissez aucun détail de côté, même ce qui vous semble insignifiant. Dans ce genre d'affaires, le diable est dans les détails. » Je racontais tout, la dispute, les accusations, les reproches. L'absence de papa le lendemain matin, les appels aux amis, le cimetière, le commissariat. Monsieur Dubois prenait des notes, hochant de temps en temps la tête, mais sans jamais m'interrompre. Donc, la dernière fois que vous l'avez vu, c'était avant-hier soir, vers 23h30, après cette dispute violente dans la cuisine, résuma-t-il quand j'eus terminé. Oui. Et le lendemain matin, vous êtes parti au travail sans le voir. Oui. Je pensais qu'il boudait dans sa chambre, qu'il était contrarié. Compréhensible. Monsieur Dubois ne portait aucun jugement dans sa voix. Quel était l'état émotionnel de votre père ces derniers temps? Dépressif? Anxieux? Je réalisais avec honte que je ne savais pas vraiment. Je ne sais pas. Je travaille tellement que je ne suis presque jamais à la maison. On se croise le matin au petit déjeuner, parfois le soir si je ne rentre pas trop tard. On parle de choses superficielles. La météo, les actualités. Rien de profond. Votre gouvernante a mentionné qu'il regardait beaucoup de vieilles photos ces derniers temps.
Oui, Sylvie me l'a dit hier. Des albums de famille, des photos de ma mère surtout. Monsieur Dubois nota quelque chose. Votre père souffrait-il de dépression? Prenait-il des antidépresseurs? Non, enfin, pas que je sache. Il prenait des médicaments pour le cœur, pour la tension, mais pas d'antidépresseurs. Il n'a jamais évoqué... Monsieur Dubois hésita légèrement. Il n'a jamais évoqué des pensées suicidaires. Le mot me frappa comme un coup de massue. Suicidaire. Non. Je me levai brusquement. Non, jamais. Papa n'était pas dépressif. Il aimait la vie. Il avait ses amis, ses sorties, son jardin. Non. D'accord, d'accord. Monsieur Dubois leva une main apaisante. Je devais poser la question. C'est mon travail. Je comprends. Je me rassis, passant une main tremblante dans mes cheveux. Désolé? Pas de problème. Bien. Votre père a-t-il des problèmes de mémoire? Alzheimer, débutant? Confusion mentale? Non. Absolument pas. Sa mémoire était parfaite. Il se souvenait de tout. Date? Non. Événement d'il y a 50 ans. D'accord. Monsieur Dubois continua à noter. Dites-moi, monsieur Beaumont, cette dispute dont vous parlez, elle était vraiment si grave, assez grave, pour qu'un homme de 76 ans décide de partir comme ça? Je fermai les yeux, revivant la scène. J'ai été cruel, très cruel. Je l'ai accusé d'avoir ruiné ma vie. Je lui ai dit que c'était de sa faute si je n'avais pas de famille. Je lui ai reproché des choses qui datent de 25 ans. J'étais en colère, épuisé. J'ai bu, j'ai dit des choses blessantes. Votre père a-t-il menacé de partir? A-t-il dit quelque chose qui aurait pu être un indice? Non, il était blessé, en colère aussi, mais il n'a rien dit de tel. Monsieur Dubois posa son stylo et me regarda directement. Monsieur Beaumont, je vais être franc avec vous. Dans ce genre de situation, il y a généralement 3 scénarios. Il compta sur ses doigts. 1. Votre père est parti volontairement pour vous donner une leçon, pour vous faire réfléchir. Il reviendra de lui-même dans quelques jours, une fois calmé. 2. Votre père a eu un problème médical, un malaise, un nouvel AVC, une chute. Dans ce cas, il est peut-être dans un hôpital, désorienté, incapable de donner son identité, ou pire, dans un endroit où personne ne l'a encore trouvé. Mon estomac se tordit. 3. Quelque chose lui est arrivé, un accident, une agression, quelque chose d'imprévu. Quelle est la probabilité de chaque scénario? Demandai-je d'une voix étranglée. Difficile à dire sans plus d'éléments. Mais statistiquement, dans les cas de disparition de personnes âgées suite à un conflit familial, le scénario 1 est le plus fréquent. Les gens partent, ils vont chez un ami, dans un hôtel, ils prennent l'air et ils reviennent. Mais papa n'a ni argent ni papier. C'est effectivement inhabituel. Monsieur Dubois fronça les sourcils. Ça complique les choses. Sans argent, difficile de prendre un hôtel, un train, quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais commencer par vérifier tous les endroits que votre père fréquentait. Son club de bridge, ses cafés habituels, le cimetière évidemment. Je vais interroger les commerçants du quartier, les voisins. Je vais demander les images de toutes les caméras de surveillance du secteur. Je vais vérifier les hôpitaux, même les petites cliniques privées, et je vais mettre un réseau d'informateurs en alerte. Combien de temps ça va prendre? Quelques jours pour les premières pistes. Peut-être une semaine pour un tableau complet. Il me regarda avec une expression qui se voulait rassurante. Monsieur Beaumont, j'ai retrouvé des personnes disparues depuis des mois. On va le retrouver. J'espère que vous avez raison. Une dernière chose. Monsieur Dubois se leva. Rentrez chez vous. Reposez-vous. Vous avez l'air épuisé. Je vais avoir besoin d'une photo récente de votre père, et si possible, une liste de tous ses amis, connaissances, endroits qu'il fréquentait. Je vais vous préparer tout ça. Les jours suivants furent une agonie d'attente. 3 jours passèrent, puis 4, puis 5.
Monsieur Dubois appelait tous les soirs avec un rapport détaillé, mais sans résultat concret. J'ai vérifié tous les cafés du quartier, personne ne l'a vu. J'ai interrogé les voisins, rien. J'ai obtenu les images des caméras de surveillance. On le voit sortir de chez vous le matin de sa disparition, vers 5h45. Il marche vers la station de métro Passy. Après ça, on perd sa trace. J'ai vérifié tous les hôpitaux dans un rayon de 150 km. Rien. Chaque soir, la même litanie. Rien, rien, rien. Je me sentais devenir fou. Je continuais à aller travailler parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Rester à la maison à attendre était insupportable. Mais le travail n'apportait aucun réconfort non plus. J'étais là physiquement, mais mon esprit était ailleurs. Constamment ailleurs. Monsieur Thomas. Philippe devait souvent répéter mon nom pour attirer mon attention. Vous m'écoutez? Oui, désolé. Qu'est-ce que tu disais? Les Japonais veulent savoir si vendredi vous convient pour la signature. Vendredi. Je regardais le calendrier sans vraiment le voir. Oui, vendredi, bien sûr. Mais je savais que je ne serais pas en état de négocier quoi que ce soit. Les nuits étaient pires que les jours. Seul dans cette grande maison silencieuse, je tournais en rond. Je montais dans la chambre de papa, touchais ses affaires, ses livres de médecine, sa robe de chambre pendue derrière la porte, ses pantoufles rangées sous le lit. Où était-il? Une semaine passa, puis 2. La police avait pratiquement abandonné. Désolé, monsieur Beaumont, mais nous n'avons aucune piste. L'affaire reste ouverte, mais... Monsieur Dubois continuait à chercher, mais même lui commençait à sembler découragé. Monsieur Beaumont, je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Après 2 semaines sans aucune trace, les chances de le retrouver... Ne dites pas ça. J'avais crié au téléphone. Ne me dites pas qu'il n'y a plus d'espoir. Je suis désolé, je continue à chercher, je vous le promets. Je m'étais effondré sur le canapé après cet appel, la tête dans les mains. « Papa, où es-tu » murmurai-je dans le vide. « Je t'en supplie, donne-moi un signe, n'importe quoi. » Mais il n'y eut que le silence. Philippe entra dans mon bureau un matin, 3 semaines après la disparition. « Monsieur Thomas, il faut qu'on parle. » « Quoi encore ?»« Les négociations avec les Japonais. Elles sont au point mort depuis 3 semaines. Monsieur Tanaka a appelé ce matin. Il veut savoir si vous êtes toujours intéressé par le contrat. Sinon, ils vont chercher ailleurs. » Je regardais Philippe comme s'il parlait une langue étrangère. Les Japonais, le contrat, l'expansion en Asie. Tout ça me semblait soudainement si insignifiant, si vain. « Philippe, mon père a disparu. Comment pourrais-je penser aux affaires ?»« Je comprends, mais monsieur Thomas... » Il s'assit en face de moi. « L'entreprise ne peut pas s'arrêter. Les employés comptent sur vous. Ce contrat représente des millions d'euros. L'avenir de l'entreprise. »« L'avenir de l'entreprise, répétais-je amèrement. Toujours l'entreprise, toujours les affaires, et ma vie à moi, et mon père. Je sais que c'est dur, mais peut-être que vous devriez aller finaliser ce contrat. Les négociations vont se passer à Bruxelles, c'est ça? 3 mois au maximum, vous avez dit. Pendant ce temps, monsieur Dubois continuera les recherches ici. Sylvie restera à la maison au cas où votre père réapparaîtrait. Et vous serez joignable 24 heures sur 24. Partir? Partir maintenant? Alors que papa est quelque part, peut-être blessé, peut-être malade. Monsieur Thomas, Philippe hésita. Ça fait 3 semaines. 3 semaines sans aucune trace. Les recherches sont au point mort. Rester ici à vous ronger les sangs ne le fera pas revenir. Je savais qu'il avait raison. Rationnellement, je le savais. Mais émotionnellement, partir maintenant semblait une trahison. Abandonner papa. Je ne sais pas, Philippe. Je ne sais pas. Réfléchissez-y. Les Japonais attendent une réponse pour demain. Cette nuit-là, je restais éveillé jusqu'à l'aube, pesant le pour et le contre. D'un côté, 200 employés qui dépendèrent de moi.
Une entreprise que maman avait construite de ses mains, un contrat qui pouvait assurer notre avenir. De l'autre, un père quelque part dans la nature, peut-être en danger. Mais qu'est-ce que je pouvais faire de plus ici? Les professionnels cherchaient. La police, le détective. Que pouvais-je faire que je ne faisais pas déjà? Le lendemain matin, j'appelais Philippe. « D'accord, je pars. Dis aux Japonais que je serai à Bruxelles lundi prochain. »« Vous êtes sûr ?»« Non. » Ma voix était plate, sans émotion. « Mais tu as raison. L'entreprise ne peut pas attendre. »« Très bien, je vais tout organiser. » J'appelais ensuite Monsieur Dubois. « Monsieur Dubois, je suis obligé de partir en voyage d'affaires. 3 mois, peut-être un peu plus, à Bruxelles. Mais je serai joignable 24 heures sur 24. Si vous découvrez quoi que ce soit, je vous appelle immédiatement. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Beaumont. Je ne lâche rien. J'ai encore quelques pistes à explorer. Quelles pistes? Les refuges pour sans-abri, les foyers d'accueil, les centres d'aide sociale. C'est un long travail. Il faut visiter chaque endroit, montrer la photo. Mais je le fais. Merci. Merci pour tout. Le dimanche soir, je préparais mes valises mécaniquement. Costume, chemise, cravate, documents, ordinateur. Sylvie tournait autour de moi, nerveuse. « Monsieur Thomas, et si Monsieur Jacques revient pendant que vous êtes parti? Tu m'appelles immédiatement, n'importe quelle heure. » Je pris ses mains. « Sylvie, c'est très important. S'il y a la moindre nouvelle, la plus petite information, tu m'appelles. Compris? » Bien sûr, Monsieur Thomas. Ne vous inquiétez pas. Mais comment ne pas m'inquiéter? N'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy. La suite de cette histoire va vous surprendre d'une façon que vous n'imaginez pas. Le lundi matin, Philippe et moi prîmes le Thalys pour Bruxelles. 2h30 de trajet. Je regardais le paysage défiler par la fenêtre, la banlieue parisienne laissant place aux champs du nord de la France. Philippe travaillait sur son ordinateur, révisant les présentations. « Monsieur Thomas, on devrait revoir les chiffres une dernière fois. »« Monsieur Thomas ? Oui, désolé. » Je me tournais vers lui. Les chiffres ? Oui. Mais je ne pouvais pas me concentrer. Mon esprit était resté à Paris, dans cette maison vide, avec ce père disparu. Les négociations à Bruxelles furent éprouvantes. Monsieur Tanaka et son équipe étaient exigeants, méticuleux, questionnant chaque virgule de chaque clause. Je négociais en pilote automatique. Mon corps était là, dans cette salle de conférence luxueuse d'un hôtel 5 étoiles de Bruxelles. Mais mon esprit était ailleurs. Chaque soir, je vérifiais compulsivement mon téléphone. Aucun message de Sylvie. Aucun appel de Monsieur Dubois. Toujours rien, Monsieur Beaumont. Désolé. Les recherches continuent. Les jours devinrent des semaines. Les semaines devinrent des mois. Les négociations qui devaient durer 3 mois s'éternisaient. De nouvelles conditions surgirent. Il fallut rencontrer d'autres investisseurs potentiels. Voyager à Amsterdam, puis à Luxembourg. 6 mois passèrent. 6 longs mois pendant lesquels l'espoir s'étiolait peu à peu, comme une plante privée d'eau et de lumière. Monsieur Dubois avait fini par m'appeler, 3 mois après mon départ. « Monsieur Beaumont, je suis vraiment désolé. J'ai épuisé toutes les pistes. J'ai vérifié partout, interrogé tout le monde. Votre père semble avoir littéralement disparu. Je ne peux plus continuer à vous facturer alors que je n'ai plus rien à explorer. Je comprends. Merci pour tout ce que vous avez fait. » L'affaire de police avait été classée après 4 mois. Sans nouvelles pistes, nous ne pouvons pas maintenir l'enquête active indéfiniment. Désolé. Jacques Beaumont était officiellement une personne disparue, une statistique, un dossier froid dans un tiroir d'un commissariat parisien. Et moi, j'avais dû apprendre à vivre avec cette douleur, cette absence, cette culpabilité dévorante. Les dernières paroles que j'avais dites à mon père étaient des accusations, des reproches, de la colère. Je ne lui avais jamais dit que je l'aimais, que malgré tout, malgré nos différends, je l'aimais, et maintenant je ne pourrais peut-être jamais le lui dire.
Enfin, après 6 mois de négociations épuisantes, le contrat fut signé, paraphé, scellé. Une victoire commerciale majeure. L'expansion en Asie était assurée, des millions d'euros, l'avenir de l'entreprise. Mais je ne ressentais aucune joie, aucune fierté, juste un vide immense. Monsieur Thomas, vous avez été extraordinaire. Philippe était radieux. Vous les avez convaincus sur tous les points. C'est un triomphe. Oui, un triomphe. Ma voix était monocorde. Nous prîmes le tali du retour un vendredi après-midi. Le ciel était gris, crachinant une pluie fine typique d'août en Belgique. « Vous rentrez directement chez vous ou vous passez au bureau ?» demanda Philippe. « Chez moi. J'avais juste envie de retrouver ma maison. Mon lit. Même vide, même silencieuse. » Au fait, Philippe sembla hésiter. « Votre maison de campagne. Vous vous souvenez, le jeune homme avec le bébé, Julien, vous lui aviez donné les clés. » Je me figeais. La maison de campagne. Mon Dieu, je l'avais complètement oublié. C'est vrai. Je passais ma main sur mon visage. Avec tout ce qui s'est passé, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Antoine, votre chauffeur, m'a dit plusieurs fois que tout allait bien là-bas, que Julien prenait très bien soin de la maison. Bien, tant mieux. Vous voulez y aller maintenant? Je réfléchis. La maison de campagne en Normandie, à 200 kilomètres de Paris. Cette maison pleine de souvenirs, de maman, de notre famille quand j'étais enfant. Peut-être qu'aller là-bas me ferait du bien, me changerait les idées. Oui, je pris ma décision. Oui, je vais y aller directement. Vous ne voulez pas vous reposer d'abord chez vous? Non, je veux voir si tout va bien. Et puis, j'ai envie de revoir cet endroit. Nous nous séparâmes à la gare du Nord. Philippe prit un taxi pour rentrer chez lui. Moi, j'appelais Antoine. « Antoine, tu peux venir me chercher? On va à la maison de campagne. » « À la maison de campagne? Maintenant? Vous ne voulez pas rentrer chez vous d'abord? Vous devez être épuisé après tous ces mois. »« Non, maintenant. S'il te plaît. »« Très bien. J'arrive dans 20 minutes. » Antoine arriva avec la Mercedes noire. Il ouvrit le coffre pour mes valises et me tint la portière. « Content de vous revoir, monsieur Beaumont. Comment se sont passés ces 6 mois? » Épuisant, mais fructueux. Le contrat est signé. « Félicitations !» Nous prîmes l'autoroute vers la Normandie. « Au fait, comment vont Julien et le petit ?» demandai-je. « Oh, ils vont très bien. » Antoine s'anima. « Julien est quelqu'un de merveilleux, vraiment. Très travailleur, très organisé. La maison est toujours impeccable quand j'y passe. Il a même réparé le portail qui grinçait, refait les peintures de la véranda. Il a trouvé un emploi dans l'épicerie du village. Vraiment, c'est bien. Et le petit Léo, mon Dieu, comme il a grandi. Il doit avoir presque 2 ans maintenant. Il marche, il court partout, il babille, un enfant adorable. Je suis content que ça se passe bien. Vous savez, monsieur Beaumont. Antoine me regarda dans le rétroviseur. Je suis vraiment désolé pour votre père. Toujours aucune nouvelle? Mon cœur se serra. Non, Antoine, aucune. C'est terrible. Je suis vraiment désolé. Nous roulâmes en silence pendant un moment. Le paysage changeait. L'autoroute laissait place aux routes départementales, les champs à perte de vue, les petits villages normands avec leurs églises médiévales et leurs maisons à colombages. J'avais toujours aimé cette région, ces paysages apaisants, ces couleurs douces. Maman avait acheté cette maison de campagne quand j'avais 12 ans. Pour que tu respires l'air pur, disait-elle, pour que tu connaisses autre chose que Paris. Nous y passions tous les étés. Papa venait nous rejoindre les week-ends. C'était des moments heureux, simples, avant que tout se complique. La voiture quitta la route principale et s'engagea sur le chemin de terre familier. Les pommiers bordaient l'allée. Nous étions en août, les pommes commençaient à mûrir. Et puis la maison apparut au détour du chemin. Je restais bouche bée. La maison avait changé, complètement transformée. Les volets qui étaient décrépits étaient maintenant fraîchement peints en bleu clair. Les fenêtres brillaient,
propre. La véranda qui menaçait de s'effondrer avait été consolidée, repeinte en blanc immaculé. Le jardin était magnifique, les parterres de fleurs explosaient de couleurs. Des roses, des lavandes, des hortensias. Le gazon était parfaitement tondu. Les allées étaient balayées. L'endroit semblait vivant, accueillant, aimé. « Vous voyez ?» dit Antoine fièrement. « Julien prend vraiment soin de tout. C'est quelqu'un de bien. » Nous sortîmes de la voiture. Je respirais profondément l'air frais de la campagne, l'odeur des fleurs, du foin coupé, des pommiers. « Je vais chercher vos valises dans le coffre. »« Laisse, Antoine. Je m'en occuperai plus tard. » Je marchais lentement vers la maison, admirant les transformations. Julien avait vraiment accompli un travail remarquable. Alors que je contournais la maison pour aller vers l'arrière, vers le vieux kiosque près du petit étang, j'entendis un rire d'enfant, clair, cristallin, joyeux. Je m'approchai et ce que je vis me fit littéralement me figer sur place. Dans le kiosque, sur la vieille chaise à bascule en bois que maman adorait, était assis un homme âgé, un homme en chemise claire à carreaux, pantalon beige, cheveux gris. Sur ses genoux, un petit garçon aux cheveux bouclés foncés, environ 2 ans. L'homme pointait vers l'étang, montrant quelque chose au petit garçon qui riait et tapait des mains. « Tu vois, Léo, les canards, coin-coin. » Dis coin-coin. « Coin-coin, » répéta l'enfant en riant. Mon cœur s'arrêta. Cette voix, je connaissais cette voix, je la connaissais mieux que la mienne. « Papa ?» Le mot sortit dans un murmure étranglé, incrédule. L'homme leva la tête et me regarda, et je vis son visage, le visage que je cherchais depuis 6 mois, le visage que je craignais de ne plus jamais revoir. « Papa !» Cette fois, le cri sortit de toute ma gorge, déchirant le silence paisible de la campagne. Jacques Beaumont me regarda avec ses yeux marrons que je connaissais si bien. Mais dans ses yeux, il n'y avait pas de reconnaissance, juste une curiosité polie, légèrement surprise. « Oui ?» dit-il en inclinant la tête. « Puis-je vous aider, jeune homme ?» Le sol sembla se dérober sous mes pieds. « Papa !» J'avançai d'un pas hésitant, les jambes tremblantes. « Papa, c'est moi, Thomas, ton fils !» Papa me regarda attentivement, fronçant légèrement les sourcils, comme s'il essayait de fouiller dans sa mémoire. Puis il secoua lentement la tête. « Je suis désolé, monsieur. » Sa voix était polie mais ferme. « Mais je crois que vous faites erreur. Je ne vous connais pas, je n'ai pas de fils. » Les mots me frappèrent comme autant de gifles. Je n'ai pas de fils. Il ne me reconnaissait pas. Mon propre père ne me reconnaissait pas. Je respirais difficilement, les larmes déjà brouillant ma vision. 6 mois, 6 mois de recherche désespérée, 6 mois d'angoisse, 6 mois de culpabilité dévorante. Et papa était là. Il avait été là tout ce temps, dans ma propre maison de campagne, à 200 kilomètres de Paris. Comment était-ce possible? « Monsieur Thomas !» Une voix me fit me retourner. Julien sortait de la maison, un panier de linge dans les bras. En me voyant, son visage s'illumina d'un grand sourire. « Monsieur Thomas, vous êtes revenu, bienvenue !» Il posa le panier et s'approcha rapidement. « Comment allez-vous? Les négociations se sont bien passées ?» Julien. Ma voix tremblait. Je pointais un doigt tremblant vers papa. « Cet homme là-bas, avec ton fils, qui est-ce ?»« Ah, c'est Monsieur Jacques. » Julien sourit affectueusement en regardant le vieil homme. « Il habite avec nous. Pourquoi ?» Le petit Léo avait glissé des genoux de papa et courait maintenant vers Julien. « Papa! Papa !» Julien le prit dans ses bras, l'embrassa sur le front. « Julien !» Je m'approchais, mes jambes menaçant de céder à tout moment. Ma voix n'était plus qu'un murmure rauque. « Julien, cet homme, c'est mon père qui a disparu il y a 6 mois. » Julien se figea complètement. Le panier de linge glissa de ses mains et tomba sur l'herbe. « Quoi ?» Sa voix n'était qu'un souffle. « C'est votre père? Monsieur Jacques est votre père? » « Oui. » Les larmes coulèrent maintenant librement sur mes joues. « Mon père, Jacques Beaumont,
Il a disparu il y a 6 mois. La police l'a cherché partout. Un détective privé. Moi. Tout le monde. Et il était ici, dans ma propre maison. Comment est-il arrivé ici? Julien posa Léo par terre, lui donnant un jouet pour l'occuper, et se tourna vers moi, le visage blême. Je n'avais aucune idée. Il passa une main tremblante dans ses cheveux. Aucune idée que c'était votre père. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Si j'avais su... Raconte-moi. Je pris ses épaules. Raconte-moi tout. Comment est-il arrivé ici? Quand? Asseyons-nous. Julien me guida vers le banc du kiosque. Ses mains tremblaient autant que les miennes. Papa, toujours assis dans la chaise à bascule, nous regardait avec une curiosité détachée, comme s'il observait une scène de théâtre qui ne le concernait pas. « Raconte, Julien !» Ma voix était suppliante. « S'il te plaît. » Julien prit une grande inspiration, essayant de rassembler ses pensées. « C'était environ une semaine après que vous nous ayez donné les clés. Peut-être moins. Je ne sais plus exactement. Léo et moi, nous étions allés nous promener près de la rivière. Il y a un joli sentier, tu sais, avec le petit pont en pierre. Oui, je connais. Et là, sur le bord de la route, j'ai vu cet homme. » Julien regarda papa avec tendresse. Il était au milieu de la route, complètement perdu. Il avait l'air tellement confus, tellement effrayé. Les voitures klaxonnaient, le contournaient. J'ai eu peur qu'il se fasse renverser. Julien ferma les yeux, revivant la scène. Je me suis approché. Je lui ai demandé s'il allait bien, s'il avait besoin d'aide. Il m'a regardé avec ses yeux perdus et il a dit « Je cherche la maison. Je dois rentrer à la maison. Hélène m'attend. » Mon cœur se serra. Hélène, maman. J'ai demandé quelle maison, et il a donné cette adresse. Julien me regarda. Cette adresse ici, cette maison. Comment pouvait-il connaître cette adresse? Je ne sais pas, mais il était si catégorique. Il répétait l'adresse encore et encore. Alors je lui ai dit « Venez, je vous emmène. » Julien continua. « Nous l'avons ramené ici, Léo et moi. Et quand il est entré dans la maison, Julien eut un sourire triste. Il a commencé à pleurer. Il touchait les meubles, les murs. Il disait « Je connais cet endroit. Nous venions ici, avec Hélène. Nous venions ici, chaque été. » Les souvenirs me submergèrent. Papa et maman. Leurs étés, ici. Leurs moments heureux. Il répétait le nom d'Hélène sans arrêt, continua Julien. « Où est Hélène? Elle doit m'attendre. Je veux voir Hélène. » J'ai essayé de lui poser des questions, sur sa famille, sur son adresse à Paris. Mais quoi? Il se souvenait de tout ce qui concernait Hélène, leur rencontre à l'université, leurs études de médecine, leur mariage, cette maison. Julien hésita. Mais tout ce qui est arrivé après la mort d'Hélène, rien. C'était comme si ces 25 dernières années n'existaient pas pour lui. Il ne se souvenait pas de moi? Ma voix se brisa. Non. Julien posa sa main sur mon épaule. Je suis vraiment désolé, Thomas. Quand je lui ai demandé s'il avait des enfants, il a dit non. Quand je lui ai montré une photo de vous que j'avais trouvée dans la maison, il ne vous a pas reconnu. Je regardais papa qui jouait maintenant avec Léo, empilant des cubes en bois. Mon père qui ne se souvenait pas de mon existence. Tu l'as emmené chez un médecin? Oui, une semaine après l'avoir trouvé. Le docteur Leroy, le généraliste du village. Il a dit que c'était probablement un AVC, que Monsieur Jacques avait besoin d'examens approfondis, d'un neurologue. Mais... Julien baissa les yeux. Monsieur Jacques refusait catégoriquement. Il a une peur panique des hôpitaux. Il dit que c'est là qu'Hélène est morte. Il ne veut pas y aller, et je ne pouvais pas le forcer. Légalement, je n'avais aucun droit. Je comprends. Thomas. Julien me regarda, les larmes aux yeux. Si j'avais su que c'était ton père, je t'aurais appelé immédiatement, je te jure. J'ai cherché son identité. J'ai cherché s'il y avait des annonces de disparition.
mais je n'avais pas Internet ici au début, juste mon vieux téléphone. Et puis, Monsieur Jacques semblait si bien ici, si heureux. Comment avez-vous vécu? J'ai trouvé ce travail à l'épicerie. Julien fit un geste vers le village. Monsieur Dubois, le propriétaire, m'a embauché sans trop poser de questions. Le salaire est petit mais suffisant. Et Monsieur Jacques, il sourit. Monsieur Jacques nous a beaucoup aidés. Il cuisine magnifiquement bien. Il s'occupe de la maison, du jardin. Et il s'est tellement attaché à Léo. Comme pour illustrer ses paroles, Léo courut vers papa en criant « Papy, papy !» et grimpa sur ses genoux. Papa le serra dans ses bras avec une tendresse infinie. « Mon petit bonhomme, » dit-il en souriant, « tu veux que papy te raconte encore l'histoire du petit canard ?»« Oui, oui !» Je sentis mon cœur se briser en 1000 morceaux. Mon père qui ne se souvenait pas de son propre fils, mais qui aimait l'enfant d'un étranger comme son petit-fils. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy si cette histoire vous touche. Laissez un like et dites-moi dans les commentaires. D'où nous regardez-vous? La fin va vous émouvoir aux larmes. Le lendemain matin, j'appelais le meilleur neurologue de Paris. Docteur Moreau, c'est Thomas Beaumont. J'ai besoin de vous. Immédiatement, urgence familiale. Monsieur Beaumont, je vous écoute. Mon père a disparu il y a 6 mois. Je viens de le retrouver. Il semble avoir perdu la mémoire. Une perte de mémoire sélective. Il ne me reconnaît pas. Il vit dans le passé, avant la mort de ma mère il y a 25 ans. Il faut l'examiner immédiatement. Des examens neurologiques complets, IRM, scanner. Il refuse les hôpitaux. Pouvez-vous venir ici, en Normandie? C'est irrégulier, mais pour un cas comme celui-ci, oui, donnez-moi l'adresse. J'arrive cet après-midi. Le docteur Moreau arriva vers 15 heures avec sa sacoche noire de médecin et un air grave. Je l'accueillis à la porte. « Merci d'être venu si rapidement, docteur. »« Pas de problème. Où est le patient ?»« Dans le jardin, avec un enfant. » Nous sortîmes à l'arrière. Papa était assis sur une couverture dans l'herbe, montrant des fleurs à Léo. « Votre père semble détendu, paisible, » observa le docteur. « Oui, il a l'air heureux. C'est ça le plus troublant. » Le docteur Moreau s'approcha doucement. « Bonjour, monsieur. Je suis le docteur Moreau. Je suis médecin. J'aimerais vous examiner, si vous le permettez. » Papa leva les yeux, méfiant. « Je ne suis pas malade. Je vais très bien. »« Je sais, c'est juste un examen de routine. Ça ne fera pas mal. » Après beaucoup de persuasion de la part de Julien et moi, papa accepta finalement. L'examen dura plus d'1 heure. Test de mémoire, réflexe, coordination, questions. Puis le docteur Moreau me prit à part, loin de papa. « Monsieur Beaumont, votre père a subi un AVC ischémique, probablement au moment de sa disparition ou juste avant. » Un AVC. Oui, un accident vasculaire cérébral. Une obstruction d'une artère dans le cerveau. Dans son cas, ça a affecté les zones de la mémoire épisodique à long terme. Qu'est-ce que ça signifie? Le docteur soupira. Ça signifie que sa mémoire des événements récents des 25 dernières années environ a été endommagée. Il vit dans le passé. Pour lui, nous sommes toujours en 1999. Sa femme Hélène est toujours vivante. Vous n'existez pas encore en tant qu'adulte dans sa mémoire. Est-ce qu'il va récupérer? Difficile à dire. Le cerveau est complexe. Parfois, avec du temps, de la rééducation, de la stimulation cognitive, certains souvenirs reviennent, partiellement ou totalement. Mais parfois non, il n'y a aucune garantie. Je sentis mes jambes fléchir. Je m'appuyai contre le mur de la maison. Qu'est-ce que je peux faire? Traitement médicamenteux pour éviter un nouvel AVC, vitamines, neurotropes, exercices de mémoire et surtout l'entourer de choses familières. Des photos, des objets qu'il connaît, des endroits qu'il aime, des stimuli qui pourraient réactiver les souvenirs. Cette maison, il la connaît, il y venait avec ma mère. Alors c'est bon, restez ici un moment, laissez-le se familiariser à nouveau avec vous. Montrez-lui des photos de famille, racontez-lui des histoires, soyez patient, très patient.
Cette nuit-là, alors que papa dormait paisiblement dans la chambre du rez-de-chaussée, Julien et moi restâmes longtemps assis dans le salon, parlant à voix basse. Thomas, Julien hésitait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Que veux-tu dire? Eh bien, Monsieur Jacques est ton père. Tu vas vouloir le ramener à Paris, évidemment. Et nous, Léo et moi, nous allons devoir partir. Trouver un autre endroit. Partir? Je le regardais surpris. Pourquoi partir? Parce que c'est ta maison. Et ton père. Nous avons juste été là par hasard. Julien. Je posai ma main sur son épaule. Écoute-moi bien. Tu as sauvé mon père. Tu l'as trouvé perdu sur une route. Tu l'as accueilli. Tu as pris soin de lui pendant 6 mois, alors que tu ne le connaissais même pas. Tu lui as donné un foyer, de l'amour, une raison de vivre. C'était normal. Je ne pouvais pas le laisser seul. Si tu aurais pu, mes yeux se remplirent de larmes. Tu aurais pu appeler la police et le laisser devenir un problème administratif. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi de le garder avec toi, de le protéger. Mais Monsieur Jacques est quelqu'un de bien, il le méritait. Et toi et Léo, vous méritez mieux que la rue. Je pris une décision. Julien, j'ai une proposition. Viens vivre à Paris. Toi, Léo et papa. Dans ma grande maison vide. Il y a de la place pour tout le monde. Paris? Mais j'ai une entreprise. Une grande entreprise. J'ai besoin d'un comptable senior. Tu as dit que tu étais comptable avant, non? Oui, mais salaire correct, avec déclaration, contrat en règle, plus besoin de te cacher de ton ex-mari. Tu auras les moyens de t'assumer, toi et Léo. Je continuais, les idées se bousculant. On embauchera une nounou pour Léo pendant que tu travailles. Papa pourra s'occuper de lui aussi. Ça lui fera du bien. Et quand Léo grandira, il ira à une bonne école. Il aura toutes les opportunités. Thomas... Les larmes coulaient sur les joues de Julien. C'est trop. Tu as déjà tant fait pour nous. Mais non, c'est toi qui as fait quelque chose d'immense pour moi. Ma voix se brisa. Tu as sauvé mon père. Tu lui as donné 6 mois de bonheur, alors que moi, la dernière chose que je lui ai dite, c'était des reproches et de la colère. Nous restâmes silencieux un moment. Une famille, murmura finalement Julien. Tu parles de créer une famille. Oui. Je souris à travers mes larmes. Une famille, pas celle définie par le sang ou les papiers, mais celle définie par l'amour et le soutien mutuel. Papa, toi, Léo, moi, ensemble. Comme une vraie famille. Oui, une vraie famille. 3 mois passèrent. 3 mois de patience, de rééducation douce, de petits progrès. Papa prenait ses médicaments, nous faisions des exercices de mémoire. Je lui montrais des photos, je lui racontais des histoires. Et lentement, très lentement, des souvenirs commençaient à revenir. D'abord, il se souvint de son ami Pierre de l'université. Pierre Lemoine, bien sûr je me souviens de lui. Nous faisions nos gardes ensemble à l'hôpital. Puis, il se souvint de l'adresse de notre maison à Paris, 47 rue de la Faisanderie, dans le 16e. Nous avons acheté cette maison en 1985. Et puis, un matin de novembre, 3 mois après que je l'ai retrouvée, je descendais pour le petit déjeuner. Papa était déjà levé, assis à la table de la cuisine de la maison de campagne. Il regardait une vieille photo, une photo de moi à 15 ans, avec maman, dans ce jardin même. « Bonjour, papa !» Il leva les yeux vers moi, et dans ses yeux, il y avait quelque chose de différent, une lueur de reconnaissance. Thomas. Ma voix était douce, hésitante. Mon fils Thomas, les mots les plus beaux que j'ai jamais entendus. Papa! Je me précipitai vers lui, tombé à genoux à côté de sa chaise. Papa, tu te souviens de moi? Thomas. Il posa sa main sur ma tête, comme il le faisait quand j'étais enfant. Mon fils, pardon de t'avoir oublié, pardon.
Nous pleurâmes tous les deux, enlacés dans cette cuisine baignée de soleil. Aujourd'hui, 1 an après ces événements, nous vivons tous ensemble, pas dans la maison parisienne froide et vide. Non, nous vivons ici, dans cette maison de campagne en Normandie, celle qui nous a tous réunis. J'ai vendu l'entreprise. Oui, vendu, à un bon prix. Philippe dirige maintenant une filiale. Je reste consultant, je travaille quelques heures par semaine depuis la maison. Assez pour garder un pied dans le monde des affaires, mais pas assez pour que ça dévore ma vie. Julien travaille comme comptable freelance, depuis la maison aussi. Il a ses clients, ses projets, il est épanoui. Papa va bien. Sa mémoire n'est pas revenue à 100%, mais il se souvient de l'essentiel. Il se souvient de moi. Il se souvient de notre histoire. Il se souvient de maman avec amour, mais sans la douleur déchirante de la perte fraîche. Et Léo a maintenant presque 3 ans. Il appelle papa Papy et moi tonton Thomas. Il court partout dans le jardin, nourrit les canards, aide papa à jardiner. Le soir, nous dînons tous ensemble. Nous rions, nous parlons, nous vivons. C'est ça, une vraie famille. Pas celle que j'avais imaginée à 25 ans. Pas celle que mes parents avaient planifiée pour moi, mais celle que la vie m'a donnée. Et elle est belle, elle est parfaite à sa manière. Vous savez, j'ai passé 50 ans de ma vie à courir après quelque chose. Le succès, l'approbation de mes parents, la perfection professionnelle. J'ai sacrifié l'amour pour le devoir, j'ai renoncé au bonheur pour la responsabilité. Et où ça m'a mené? À une dispute terrible avec mon père, à sa disparition, à 6 mois d'angoisse. Mais paradoxalement, c'est cette tragédie qui m'a sauvé. Ce jour à la gare, quand j'ai vu Julien avec Léo dans ses bras, frigorifié, perdu, ce n'était pas de la charité, c'était de l'empathie. Je voyais mon père en Julien. Je voyais quelqu'un qui avait besoin d'aide et je pouvais aider, sans calcul, sans attendre de retour, juste parce que c'était la bonne chose à faire. Et l'univers me l'a rendu au centuple. Julien a sauvé mon père. Il l'a accueilli, protégé, aimé. Et maintenant, nous formons une famille, une vraie, pas parfaite. Papa ne se souviendra jamais de tout. Il y a des jours où il est confus, où il cherche maman. Mais nous sommes ensemble, et c'est tout ce qui compte. Alors je vous pose ces questions aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous retient de tendre la main à quelqu'un qui en a besoin? Combien de temps allez-vous encore courir après des objectifs qui ne vous rendront jamais heureux? Quand allez-vous enfin dire « je t'aime » à ceux qui comptent vraiment? N'attendez pas de perdre quelqu'un pour réaliser ce qui est important. N'attendez pas et qu'il soit trop tard pour pardonner, pour vous réconcilier, pour être présent, parce que la vie est courte, parce que les souvenirs s'effacent, mais l'amour reste, toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à Les Conseils de Papy et activez la cloche. Laissez un like si vous avez été ému. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, d'où nous regardez-vous aujourd'hui et quelles leçons tirez-vous de mon histoire? Parce que vos histoires comptent aussi. Vous n'êtes pas seul. Prenez soin de ceux que vous aimez pendant qu'il est encore temps. À très bientôt, mes amis.